Le lion. Sultan Léopard, autrefois, eut, se dit-on, par mainte aubaine, force bœufs dans ses prés, force cerfs dans ses bois, force moutons parmi la plaine. Il naquit un lion dans la forêt prochaine. Après les compliments, et d'une et d'autre part, comme entre grands, il se pratique, le sultan fit venir son vizir le renard, vieux routier et bon politique. Tu crains, se lui dit-il, Lionceau, mon voisin. Son père est mort, que peut-il faire? Plains plutôt le pauvre orphelin, il a chez lui plus d'une affaire et devra beaucoup au destin s'il garde ce qu'il a, sans tenter de conquête. Le renard dit, branlant la tête, tels orphelins, Seigneur, ne me font point pitié. Il faut de celui-ci conserver l'amitié ou s'efforcer de le détruire, avant que la griffe et la dent lui soient crues et qu'il soit dans l'état de nous nuire. N'y perdez pas un seul moment, j'ai fait son horoscope, il croîtra par la guerre. Ce sera le meilleur lion pour ses amis qui soient sur terre. Tâchez donc d'en être, sinon, tâchez de l'affaiblir. La harangue fut vaine. Le sultan dormait alors, et dedans son domaine, chacun dormait aussi, bêtes, gens, tant qu'enfin le lionceau devint vrai lion. Le tocsin sonne aussitôt sur lui, l'alarme se promène de toutes parts, et le vizir, consulté là-dessus, dit avec un soupir, « Pourquoi l'irritez-vous? La chose est sans remède. En vain nous appelons mille gens à notre aide. Plus ils sont, plus ils coûtent, et je ne les tiens bons qu'à manger leur part de mouton. Apaisez le lion. Seul il passe en puissance ce monde d'alliés vivant sur notre bien. Le lion en a trois qui ne lui coûtent rien, son courage, sa force, avec sa vigilance. Jetez-lui promptement sous la griffe un mouton. S'il n'en est pas content, jetez-en davantage. Joignez-y quelques bœufs, choisissez pour ce don tout le plus gras du pâturage, sauvez le reste ainsi. Ce conseil ne plut pas. Il en prit mal et, force état, voisins du sultan pâtirent. Nul n'y gagna, tous y perdirent. Quoi que fit ce bon ennemi, celui qu'il craignait fut le maître. Proposez-vous d'avoir un lion pour ami, si vous voulez le laisser croître. Les dieux voulant instruire un fils de Jupiter. Jupiter eut un fils, qui, se sentant du lieu dont il tirait son origine, avait l'âme toute divine. L'enfance n'aime rien. Celle du jeune Dieu faisait sa principale affaire des doux soins d'aimer et de plaire. En lui, l'amour et la raison devancèrent le temps dont les ailes légères n'amènent que trop tôt, hélas, chaque saison. Flore, au regard riant, aux charmantes manières, toucha d'abord le cœur du jeune Olympien. Ce que la passion peut inspirer d'adresse, sentiment délicat et rempli de tendresse, pleurs, soupirs, tout en fut. Bref, il n'oublia rien. Le fils de Jupiter devait, par sa naissance, avoir un autre esprit et d'autres dons des cieux que les enfants des autres dieux. Il semblait qu'il n'agit que par réminiscence, et qu'il eût autrefois fait le métier d'amant, tant il le fit parfaitement. Jupiter, cependant, voulut le faire instruire. Il assembla les dieux et dit « J'ai su conduire seul et sans compagnon jusqu'ici l'univers, mais il est des emplois divers qu'au nouveau Dieu je distribue. Sur cet enfant chéri j'ai donc jeté la vue. C'est mon sang, tout est plein déjà de ses autels. Afin de mériter le rang des immortels, il faut qu'il sache tout. » Le maître du tonnerre eut à peine achevé
que chacun applaudit. Pour savoir tout, l'enfant n'avait que trop d'esprit. « Je veux, dit le dieu de la guerre, lui montrer moi-même cet art, par qui ma héros tu pars aux honneurs de l'Olympe et grossis cet empire. Je serai son maître de lyre, dit le Blorédoc d'Apollon. Et moi, reprit Hercule l'Apollonion, son maître à surmonter les vices, à dompter les transports, monstres empoisonneurs, comme hydre renaissant sans cesse dans les cœurs. Ennemi des molles délices, il apprendra de moi les sentiers peu battus qui mènent aux honneurs sur les pas des vertus. Quand ce fin au dieu de Cythère, il dit qu'il lui montrerait tout. L'amour avait raison. De quoi ne vient à bout l'esprit joint au désir de plaire? Le fermier, le chien et le renard. Le loup et le renard sont d'étranges voisins. Je ne bâtirai point autour de leur demeure. Ce dernier guettait à toute heure les poules d'un fermier. Et quoique des plus fins, il n'avait pu donner d'atteinte à la volaille. D'une part l'appétit, de l'autre le danger. N'était pas au compère un embarras léger. « Eh quoi, dit-il, cette canaille se moque impunément de moi? Je vais, je viens, je me travaille, j'imagine cent tours, et le russe t'empêche chez soi, vous faites argent de tout, convertit en monnois, ses chapeaux, sa poulaille. Il en a même au coq, et moi, m'être passé, quand j'attrape un vieux coq, je suis au comble de la joie. Pourquoi Sire Jupin m'a-t-il donc appelé au métier de renard? Je jure les puissances de l'Olympe et du Styx, il en sera parlé. » Roulant dans son cœur ses vengeances, il choisit une nuit libérale en pavot. Chacun était plongé dans un profond repos. Le maître du logis, les valets, le chien même, poule, poulet, chapon, tout dormait. Le fermier, laissant ouvert son poulailler, commit une sottise extrême. Le voleur tourne tant qu'il entre au lieu guetté. L'un des peuples remplit de meurtres la cité. Les marques de sa cruauté parurent avec l'aube. On vit un étalage de corps sanglants et de carnage. Peu s'en fallut que le soleil ne rebroussât d'horreur vers le manoir liquide. Tel est d'un spectacle pareil, Apollon irrité contre le fier Atride, joncha son camp de mort. On vit presque détruit l'ost des Grecs, et ce fut l'ouvrage d'une nuit. Tel encore, autour de sa tente, Ajax, à la main patiente, de moutons et de boucs fit un vaste débris, croyant tuer en eux son concurrent Ulysse et les auteurs de l'injustice, par qui l'autre emporta le prix. Le renard, autre Ajax, aux volailles funestes, emporte ce qu'il peut, laisse étendu le reste. Le maître ne trouva de recours qu'à crier contre ces gens, son chien, c'est l'ordinaire usage. Ah, maudit animal qu'il est bon qu'à noyer! Que n'avertissais-tu dès la mort du carnage? Que ne l'évitiez-vous, c'eût été plutôt fait? Si vous, maître et fermier, à qui touche le fait, dormez sans avoir soin que la porte soit close, vous voulez que moi, chien, qui n'ai rien à la chose, sans aucun intérêt je perde le repos? Ce chien parlait très à propos. Son raisonnement pouvait être fort bon dans la bouche d'un maître, mais n'étant que d'un simple chien, on trouva qu'il ne valait rien. On vous sangla le pauvre drille. Toi donc, qui que tu sois, ô père de famille, je t'ai jamais envié cet honneur. T'attendre aux yeux d'autrui quand tu dors, c'est erreur. Couche-toi le dernier et vois fermer la porte. Que si quelque affaire t'importe, ne la fais point par procureur. Songe d'un habitant du Mogol.
Jadis, certain Mogol vit en songe un vizir aux Champs-Élyséens, possesseur d'un plaisir aussi pour qu'infini, tant en prix qu'en durée. Le même songeur vit en une autre contrée un ermite entouré de feu qui touchait de pitié même les malheureux. Le cas parut étrange et contre l'ordinaire. Minos, en ces deux morts, semblait s'être mépris. Le dormeur s'éveilla tant il en fut surpris. Dans ce songe pourtant, soupçonnant du mystère, il se fit expliquer l'affaire. L'interprète lui dit « Ne vous étonnez point, votre songe a du sens, et si j'ai sur ce point acquis tant soit peu d'habitude, c'est un avis des dieux. Pendant l'humain séjour, ce vizir quelquefois cherchait la solitude, cet ermite au vizir allait faire sa cour. » Si j'osais ajouter aux mots de l'interprète, j'inspirerais ici l'amour de la retraite. Elle offre à ses amants des biens sans embarras, bien purs, présents du ciel, qui naissent sous les pas. Solitude où je trouve une douceur secrète, lieu que j'aimais toujours, ne pourrais-je jamais, loin du monde et du bruit, goûter l'ombre et le frais? Oh, qui m'arrêtera sous vos sombres asiles? Quand pourront les 9 sœurs, loin des cours et des villes, m'occuper tout entier et m'apprendre des cieux les divers mouvements inconnus à nos yeux, les noms et les vertus de ces clartés errantes par qui sont nos destins et nos mœurs différentes? Que si je ne suis né pour de si grands projets, du moins que les ruisseaux m'offrent de doux objets, que je peigne en mes vers quelques rives fleuries. La parque à filets d'or n'ourdira point ma vie, je ne dormirai point sous de riches lambris, mais voit-on que le somme en perde de son prix? En est-il moins profond et moins plein de délices? Je lui voue au désert de nouveaux sacrifices. Quand le moment viendra d'aller trouver les morts, j'aurai vécu sans soin et mourrai sans remords. Le lion, le singe et les 2 ânes. Le lion, pour bien gouverner, voulant apprendre la morale, se vit un beau jour amener le singe maître et sage chez la gent animale. La première leçon que donna le régent fut celle-ci. Grand roi, pour régner sagement, il faut que tout prince préfère le zèle de l'État à certains mouvements qu'on appelle communément amour-propre. Car c'est le père, c'est l'auteur de tous les défauts que l'on remarque aux animaux. Vouloir que de tout point ce sentiment vous quitte, ce n'est pas chose aussi petite qu'on en vienne à bout en un jour. C'est beaucoup de pouvoir modérer cet amour. Par là, votre personnage auguste n'admettra jamais rien en soi de ridicule ni d'injuste. Donne-moi, repartit le roi, des exemples de l'un et l'autre. Toute espèce, dit le docteur, et je commence par la nôtre, toute profession s'estime dans son cœur, traite les autres d'ignorantes, les qualifie d'impertinentes, et semblables discours qui ne nous coûtent rien. L'amour-propre, au rebours, fait qu'au degré suprême, on porte ses pareils, car c'est un bon moyen de s'élever aussi soi-même. De tout ce que dessus j'argumente très bien, qu'ici-bas maint talent n'est que pure grimace, cabale, et certain art de se faire valoir, mieux su des ignorants que des gens de savoir. L'autre jour, suivant à la trace 2 ânes qui, prenant tour à tour l'encensoir, se louaient tour à tour, comme c'est la manière, j'ouïs que l'un des 2 disait à son confrère « Seigneur, trouvez-vous pas bien injuste et bien sot l'homme, cet animal si parfait?
Il profane notre auguste nom, traitant d'âne quiconque est ignorant, d'esprit lourd, idiot. Il abuse encore d'un mot et traite notre rire et nos discours de brère. Les humains sont plaisants de prétendre exceller par-dessus nous. Non, non, c'est à vous de parler, à leurs orateurs de se taire. Voilà les vrais braillards, mais laissons là ces gens. Vous m'entendez, je vous entends, il suffit, et quant aux merveilles dont votre divin chant vient frapper les oreilles, Philomèle est au prix novice dans cet art. Vous surpassez Lambert, l'autre bonheur part. Seigneur, j'admire en vous des qualités pareilles. Ces ânes, non contents de s'être ainsi grattés, s'en allèrent dans les cités, l'un et l'autre se promener. Chacun d'eux croyait faire, en prisant ses pareils, une fort bonne affaire, prétendant que l'honneur en reviendrait sur lui. Oh, j'en connais beaucoup aujourd'hui, non parmi les baudets, mais parmi les puissances, que le ciel voulut en de plus haut degré, et qui changeraient entre eux les simples excellences, s'ils osaient dans des majestés. J'en dis peut-être plus qu'il ne faut, et suppose que votre majesté gardera le secret. Elle avait souhaité d'apprendre quelques traits qui lui fit voir, entre autres choses, l'amour-propre donnant du ridicule aux gens. L'injuste à son tour. Il y faut plus de temps. Ainsi parla ce singe. On ne m'a pas su dire s'il traita l'autre point, car il est délicat. Et notre mère Essart, qui n'était pas un fat, regardait ce lion comme un terrible sire. Le loup et le renard, livre 11. Mais d'où vient qu'au renard Ésope accorde un point? C'est d'exceller en tour, plein de matoiseries. J'en cherche la raison et ne la trouve point. Quand le loup a besoin de défendre sa vie ou d'attaquer celle d'autrui, n'en sait-il pas autant que lui? Je crois qu'il en sait plus, et j'oserais peut-être, avec quelque raison, contredire mon maître. Voici pourtant un cas où tout l'honneur échut à l'hôte des terriers. Un soir il aperçut la lune au fond d'un puits. L'orbiculaire image lui parut un ample fromage. Deux seaux alternativement puisaient le liquide élément. Notre renard, pressé par une faim canine, s'accommode en celui qu'au haut de la machine l'autre seau tenait suspendu. Voilà l'animal descendu, tiré d'erreur mais fort en peine, et voyant sa perte prochaine, car comment remonter si quelque autre affamé de la même image charmée et succédant à sa misère, par le même chemin ne le tirait d'affaire? 2 jours s'étaient passés sans qu'aucun vînt au puits. Le temps, qui toujours marche, avait pendant 2 nuits échancré selon l'ordinaire de l'astre au front d'argent la face circulaire. Sire Renard était désespéré. Compère Loup, le gosier altéré, passe par là. L'autre dit « Camarade, je veux vous régaler. Voyez-vous cet objet? C'est un fromage exquis. Le dieu Faune l'a fait. La vache Io donna le lait. Jupiter, s'il était malade, reprendrait l'appétit en tâtant d'un tel mets. J'en ai mangé cette échancrure, le reste vous sera suffisante pâture. Descendez dans un seau que j'ai mis là exprès. » Bien qu'au moins mal qu'il pût, il ajusta l'histoire. Le loup fut un sot de le croire. Il descend, et son poids emportant l'autre part, regarde en haut maître renard. Ne nous en manquons point. Nous nous laissons séduire sur aussi peu de fondements, et chacun croit fort aisément ce qu'il craint et ce qu'il désire. Le paysan du Danube. Il ne faut point juger des gens sur l'apparence. Le conseil en est bon, mais il n'est pas nouveau.
Jadis, l'erreur du souriceau me servit à prouver le discours que j'avance. J'ai pour le fonder à présent le bon Socrate, Ésope et certains paysans des rives du Danube, hommes dont Marc Aurèle nous fait un portrait fort fidèle. On connaît les premiers, et quant à l'autre, voici le personnage en raccourci. Son manteau nourrissait une barbe touffue. Toute sa personne velue représentait un ours, mais un ours mal léché. Sous un sourcil épais, il avait l'œil caché, le regard de travers, nez tortu, grosses lèvres, portait saillon de poil de chèvre et ceinture de jonc marin. Cet homme ainsi bâti fut député des villes que lave le Danube. Il n'était point d'asile où l'avarice des Romains ne pénétrât alors et ne portât les mains. Le député vint donc et fit cette harangue. Romains et vous, Sénat, assis pour m'écouter, je supplie avant tous les yeux de m'assister. Veuillent les immortels conducteurs de ma langue que je ne dise rien qui doive être repris. Sans leur aide, il ne peut entrer dans les esprits que tout mal et toute injustice. Faute d'y recourir, on viole leurs lois. Témoins, nous, que punit la romaine avarice. Rome est par nos forfaits, plus que par ses exploits, l'instrument de notre supplice. Craignez, Romains, craignez que le ciel, quelque jour, ne transporte chez vous les pleurs et la misère, et mettant en vos mains par un juste retour les armes dont se sert sa vengeance sévère, il ne vous fasse en sa colère nos esclaves à votre tour. Et pourquoi sommes-nous les vôtres? Qu'on me dit, et en quoi vous valez mieux que 100 peuples divers? Quel droit vous a rendu maître de l'univers? Pourquoi venir troubler une innocente vie? Nous cultivons en paix d'heureux champs, et nos mains étaient propres aux arts ainsi qu'au labourage. Qu'avez-vous appris aux Germains? Ils ont l'adresse et le courage. S'ils avaient eu l'avidité comme vous et la violence, peut-être à votre place, ils auraient la puissance et seraient en usés sans inhumanité. Celle que vos prêteurs ont sur nous exercée n'entre qu'à peine en la pensée. La majesté de vos autels elle-même en est offensée, car sachez que les immortels ont les regards sur nous. Grâce à vos exemples, ils n'ont devant les yeux que des objets d'horreur, de mépris d'eux et de leur temple, d'avarice qui va jusqu'à la fureur. Rien ne suffit aux gens qui nous viennent de Rome. La terre et le travail de l'homme font pour les assouvir des efforts superflus. Retirez-les, on ne veut plus cultiver pour eux les campagnes. Nous quittons les cités, nous fuyons aux montagnes. Nous laissons nos chères compagnes. Ne convenons plus qu'avec les jours affreux, découragés de mettre au jour des malheureux et de peupler pour Rome un pays qu'elle opprime. Quant à nos enfants déjà nés, nous souhaitons de voir leurs jours bientôt bornés. Vos prêteurs au malheur nous font joindre le crime. Retirez-les, ils ne nous apprendront que la mollesse et que le vice. Les Germains comme eux deviendront gens de rapine et d'avarice. C'est tout ce que j'ai vu dans Rome à mon abord. Notre point de présent à faire, point de pourpre à donner. C'est en vain qu'on espère quelque refuge aux lois. Encore leur ministère a-t-il 1000 longueurs? Si un discours un peu fort doit commencer à vous déplaire, je finis. Punissez de mort une plainte un peu trop sincère. À ces mots, il se couche, et chacun étonné admire le grand cœur, le bon sens, l'éloquence du sauvage ainsi prosterné. On le créa patrice, et ce fut la vengeance qu'on crut qu'un tel discours méritait.
On choisit d'autres prêteurs et par écrit, le Sénat demanda ce qu'avait dit cet homme, pour servir de modèle aux parleurs à venir. On ne sut pas longtemps à Rome cette éloquence entretenir. Le vieillard et les trois jeunes hommes. Un octogénaire plantait. Pas encore de bâtir, mais planter à cet âge, disaient trois jouvenceaux, enfants du voisinage. Assurément, il radotait. Car au nom des dieux, je vous prie, quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir? Autant qu'un patriarche, il vous faudrait vieillir. À quoi bon charger votre vie des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous? Ne songez désormais qu'à vos erreurs passées. Quittez le long espoir et les vastes pensées. Tout cela ne convient qu'à nous. Il ne convient pas à vous-même, repartit le vieillard. Tout établissement vient tard et dure peu. La main des parcs blêmes de vos jours et des miens se joue également. Nos termes sont pareils par leur courte durée. Qui de nous des clartés de la voûte azurée doit jouir le dernier? Est-il aucun moment qui vous puisse assurer d'un second seulement? Mes arrière-neveux me devront cet ombrage. Eh bien, défendez-vous aux sages de se donner des soins pour le plaisir d'autrui? Cela me met un fruit que je goûte aujourd'hui. J'en puis jouir demain et quelques jours encore. Je puis enfin compter l'aurore plus d'une fois sur vos tombeaux. Le vieillard eut raison. L'un des trois jouvenceaux se noya dès le port allant en Amérique. L'autre, afin de monter aux grandes dignités, dans les emplois de Mars servant la République, par un coup imprévu, vit ses jours emportés. Le troisième tomba d'un arbre que lui-même il voulut tenter, et, pleuré du vieillard, il grava sur leur marbre ce que je viens de raconter. Les souris et le chat-huant. Il ne faut jamais dire aux gens « Écoutez un bon mot, oyez une merveille ». Savez-vous si les écoutants feront une estime à la vôtre pareille? Voici pourtant un cas qui peut être excepté. Je le maintiens prodige, et tel que d'une fable il a l'air et les traits, encore que véritable. On abattit un pin pour son antiquité, vieux palais d'un hibou, triste et sombre retraite de l'oiseau qu'Atropos prend pour son interprète. Dans son tronc caverneux et miné par le temps, logeaient, entre autres habitants, force souris sans pieds, toutes rondes de graisse. L'oiseau les nourrissait parmi des tas de blé, et de son bec allait leur troupeau mutilé. Cet oiseau raisonnait, il faut qu'on le confesse. En ce temps, aux souris, le compagnon chassa. Les premières qu'il prit du logis échappé, pour y remédier, le drôle estropilla tout ce qu'il prit ensuite, et leurs jambes coupées firent qu'il les mangeait à sa commodité. Aujourd'hui l'une et demain l'autre. Tout manger à la fois, l'impossibilité s'y trouvait, joint aussi le soin de sa santé. Sa prévoyance allait aussi loin que la nôtre. Elle allait jusqu'à leur porter vivres et grains pour subsister. Puis, qu'un Cardésien s'obstine à traiter ce hibou de monstre et de machine. Quel ressort lui pouvait donner le conseil de tronquer un peuple mis en mue? Si ce n'est pas là raisonner, la maison m'est chose inconnue. Voyez que d'arguments il fit. Quand ce peuple est pris, il s'enfuit. Donc il faut le croquer aussitôt qu'on le happe. Tout, oh, il est impossible. Et puis, pour le besoin, ne dois-je pas garder? Donc il faut avoir soin de le nourrir sans qu'il échappe. Mais comment? Ôtons-lui les pieds. Or, trouvez-moi, chose par les humains à sa fin mieux conduite. Quel autre art de penser Aristote et sa suite enseigne-t-il par votre foi? Ce n'est point une fable, et la chose, quoique merveilleuse et presque incroyable, est véritablement arrivée.
J'ai peut-être porté trop loin la prévoyance de ces hiboux, car je ne prétends pas établir dans les bêtes un progrès de raisonnement tel que celui-ci, mais ces exagérations sont permises à la poésie, surtout dans la manière d'écrire dont je me sers.